Ce chapitre a pour objectif de comprendre les effets des forces. Pour comprendre les effets des forces, il faut s'intéresser aux forces, et ensuite voir quels sont les paramètres qui définissent les effets des forces. Ensuite, on va apprendre certaines grandeurs qui vont nous permettre de calculer ces effets, de donner une valeur à ces effets. Commençons alors par les forces. Qu'est-ce qu'une force? C'est une action exercée par un corps sur un autre corps. C'est très important de se souvenir de cette description. Une force est caractérisée par 4 caractéristiques. Tout d'abord, son point d'application, c'est-à-dire où est-ce que cette force s'applique. Dans le cas d'une force à distance, telle que le poids, tel que l'électromagnétisme, il s'agit dans ce cas-là de son centre de gravité. Dans le cas des autres forces que l'on appelle de contact, eh bien le point d'application, c'est le point où il y a contact. Une force va aussi avoir une direction, un sens et une intensité. Donc sa direction, par exemple, c'est horizontale, verticale, avec un angle de 45 degrés, etc. Ça n'indique pas dans quel sens particulier la force agit. Son sens, par contre, là, ça va être vers le haut, vers le bas, vers la droite, vers la gauche, etc. Donc là, il y a une notion de direction et de sens qui viennent intégrer la force. Et enfin, son intensité, c'est-à-dire, on comprend bien, c'est-à-dire la puissance de cette force, si vous voulez. Et cette intensité s'exprime en newton. Toutes les forces vont s'exprimer en newton. Afin de représenter une force, on va utiliser un vecteur. Un vecteur, généralement, on va le représenter par une flèche. Cette flèche représentera donc la force. Alors que peut faire une force? Eh bien, une force, elle peut mettre en mouvement un objet qui est arrêté, vous le poussez, vous exercez une force, cet objet va se mettre en mouvement. Vous pouvez modifier le mouvement d'un objet, par exemple, vous avez un objet qui arrive vers vous, vous exercez une force dans l'autre sens, ça va le freiner, voire l'arrêter. Ou alors, si vous avez une force électrique ou magnétique, eh bien, vous allez pouvoir dévier un objet, par exemple la Terre, qui va dévier la trajectoire de la Lune, de manière à ce qu'elle tourne en orbite autour d'elle. On peut aussi déformer un objet à l'aide d'une force, par exemple, lorsque vous appuyez sur quelque chose qui est assez malléable, vous allez le déformer. Lorsqu'on étudie une situation où des forces sont présentes, on va devoir faire plusieurs choses. Tout d'abord, on va devoir spécifier quel est l'objet étudié. On appelle ça le système. Ici, par exemple, la barre, cette barre. Donc ça, c'est le système qui nous intéresse. Nous, on va s'intéresser à toutes les actions qui sont exercées sur cette barre. Donc les actions exercées par cette barre, on s'en moque. Les actions exercées par le plafond, par exemple, qui n'est pas en contact avec la barre, on s'en moque. Tout ce qui nous intéresse, c'est les actions exercées sur la barre. Et on va faire le bilan des actions qui s'exercent sur cette barre. Ici, par exemple, on peut voir qu'il y a un fil qui tire sur la barre du côté gauche, un fil qui tire sur la barre du côté droit. Donc ça, ce sont deux actions. L'une exercée en A, par le fil qui est accroché en M, et une exercée en B par le fil qui est accroché en N. Donc ça nous fait déjà deux actions. Ensuite, une autre action qui est toujours là, c'est l'action exercée par la Terre sur la barre. C'est donc ce qu'on va appeler le poids. Donc ici, on a trois actions. Ces trois actions, on va les représenter par trois forces. Ces forces, on va les représenter par des flèches. Donc, le poids étant une force à distance, elle s'applique donc au centre de gravité de la barre, c'est-à-dire ici en son milieu, et le poids est toujours une force verticale, dirigée vers le bas. Son point d'application, c'est donc le centre de gravité, et donc la flèche va partir de ce point d'application et se diriger vers le bas pour indiquer la direction et le sens. La longueur de la flèche représente l'intensité de ce poids. Sur les autres côtés, au point A, nous avons la force de traction exercée par le fil, et au point B, la force de traction exercée par l'autre fil. On s'aperçoit ici que l'intensité de la force représentée en verte au point A est plus grande que l'intensité de la force représentée en B. En effet, lorsqu'un objet est en équilibre, la somme de ses forces doit être égale à 0. Ici, la barre est bien en équilibre, elle ne bouge pas. Donc lorsqu'on fait la somme des forces, c'est-à-dire que l'on met les vecteurs les uns à la suite des autres, donc le vert, puis le rouge représentant le poids, puis le bleu, eh bien on doit retomber sur le point de départ. Et cela permet de montrer l'équilibre des forces. On dit que les forces se compensent. Il existe une autre situation où les forces se compensent. Par exemple, dans le cas de ce skieur ici, vous avez son poids représenté en rouge, la force de traction exercée par le fil sur le skieur, et enfin la réaction de l'eau et les frottements de l'eau qui empêchent le skieur d'avancer. En admettant que ce skieur se déplace à vitesse constante, on va appliquer ce que vous avez vu en seconde, qui est le principe d'inertie, qui dit que si un mouvement est rectiligne uniforme, on va considérer que c'est le cas ici, c'est-à-dire que le skieur avance en ligne droite toujours à la même vitesse, et bien dans ce cas-là, les forces doivent se compenser. Donc ici, lorsque l'on met bout à bout les forces, la rouge puis la bleue puis la noire, on doit retomber sur le point de départ. Et ceci signifie donc que dans le cas d'un mouvement rectiligne uniforme, les forces se compensent, donc comme dans le cas de l'équilibre. Deux forces sont à connaître. Tout d'abord le poids, l'attraction terrestre, qui se calcule à partir de la formule P égale m fois g. Étant une force à distance, bien son point d'application est le centre de gravité. Elle est toujours verticale et dirigée vers le centre de la Terre. L'autre force à connaître, c'est la force de résistance aérodynamique. Aucune formule n'est à savoir, mais il faut savoir appliquer les formules que l'on va vous donner. Il est cependant important de réaliser que cette force est proportionnelle au carré de la vitesse. Donc si vous augmentez la vitesse, vous doublez la vitesse, eh bien votre force est multipliée par 4. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la force de frottement fluide. Il est maintenant important de connaître l'effet d'une force. Et pour calculer l'effet d'une force, on va s'intéresser à une notion qu'on appelle le travail de cette force. Prenons par exemple le petit dessin représenté ici avec un wagon et différentes personnes qui essayent de tirer sur ce wagon. Toutes ces personnes exercent exactement la même force dans le sens de l'intensité, c'est-à-dire ils tirent tous avec la même intensité. Et pourtant, vous comprendrez facilement que l'effet de ces forces-là n'est pas le même selon la direction dans laquelle les personnes vont tirer. En effet, on comprend facilement que celui qui va tirer parallèlement au rail va avoir un effet bien plus important que ceux qui tirent avec un certain angle sur le côté. De même, celui qui tire perpendiculairement au wagon ne sert à rien, puisque l'objectif étant de faire avancer le wagon de A vers B, et celui qui tire à l'arrière ici, lui, a un effet contre-productif, donc il a un travail qu'on va appeler résistant, alors que ces trois-là vont avoir un travail que l'on va appeler moteur. Donc, le travail, c'est tout simplement l'énergie utile exercée par une force, c'est-à-dire la partie de l'énergie de la force qui a vraiment un intérêt par rapport au déplacement ou aux modifications du mouvement d'un objet particulier. Donc ici, par exemple, lorsqu'on regarde ces personnes-là, certes, ils ont un effet positif, mais un effet qui est moindre que la force qu'ils exercent
Pour bien comprendre, on peut décomposer la force exercée ici, par cette personne, en deux forces. L'une parallèle au rail, et l'autre perpendiculaire au rail. Vous voyez qu'on retombe exactement au même endroit. Et bien on va comprendre facilement qu'en fait, seule la partie qui est parallèle au rail de cette force va avoir un effet sur le déplacement du wagon. Celle qui, elle, est perpendiculaire au rail, celle-ci, n'a aucun effet sur le déplacement du wagon, hein. C'est exactement la même chose que ce que fait la personne ici. Donc, l'intérêt ici, ça va être d'avoir une force qui a un effet maximal, et pour avoir un effet maximal, eh bien on va se placer dans la situation de la personne B ici, où toute la force est exercée dans le sens du mouvement. Alors si on appelle alpha l'angle ici, on peut facilement comprendre que la partie utile, ici, de la force, c'est la projection du vecteur force d'origine, donc celui-là, sur cet axe-là. Or, la projection, en fait, ça correspond à faire le cosinus. Pourquoi? Parce qu'en effet, le cosinus de l'angle alpha, eh bien, c'est tout simplement le côté adjacent, donc ce qu'on va appeler f', c'est-à-dire la partie utile de la force, divisé par l'hypoténuse, c'est-à-dire f. On en déduit donc que f' sera égal à f fois cosinus alpha. On se retrouvera alors uniquement avec la partie utile de la force, c'est-à-dire la partie qui est parallèle au sens de déplacement. Par conséquent, on calculera le travail de la force que l'on va noter W sur le trajet AB, ici par exemple de là jusque là, comme le produit de l'intensité de la force exercée, multiplié par la distance parcourue, multiplié par le cosinus de l'angle entre la direction de déplacement et la force. Le travail étant une énergie, cela s'exprimera en joules, la force comme toujours en newton et la distance comme d'habitude en mètres. Attention au cosinus, lorsqu'on calcule l'angle, hein, de bien avoir votre machine en degrés si vous mettez un angle en degrés ou en radians si vous indiquez un angle en radians. Ainsi, si la force est dans le sens de déplacement, eh bien dans ce cas-là, alpha égale 0, donc le cosinus de 0, cela fait 1, ce qui revient donc à faire le produit de la force par le trajet parcouru. Si l'angle est compris entre 0 et 90, eh bien on se retrouve avec la formule que l'on vient de voir, c'est-à-dire f fois la distance multipliée par le cosinus de l'angle entre la force et le chemin suivi. Et le cas particulier où alpha est égal à 90 degrés, dans ce cas-là, on va se retrouver avec un travail qui est nul, hein. La force ne sert à rien, elle n'apporte aucune énergie pour aider au déplacement. Par contre, attention, donc si l'angle est supérieur à 90 degrés, dans ce cas-là, le cosinus sera négatif. On va donc trouver un travail qui sera négatif. C'est un travail que l'on appelle alors résistant. Alors que ces travaux ici sont des travaux que l'on appelle moteurs, puisque le travail est positif. Alors que généralement le travail dépend du chemin suivi, dans le cas particulier d'une force qui est constante, c'est-à-dire qui a tout le temps la même valeur, par exemple le poids, et bien dans ce cas-là, le travail ne dépend pas du chemin qu'on a suivi pour effectuer un certain dénivelé. C'est la seule chose dont cela va dépendre en ce qui concerne le poids, c'est de la variation d'altitude. Donc par exemple, si vous êtes parti en randonnée, que vous êtes monté, puis descendu, puis remonté, etc., et que vous avez fini à peu près ici, et bien le seul travail du poids correspond à la différence d'altitude ici entre vos deux points. Cela ne dépend pas du tout du chemin que vous avez suivi pour parcourir cette différence de dénivelé. Donc dans ce cas-là, le travail du poids, hein, sera la valeur de la force, c'est-à-dire m fois g, multiplié par la différence d'altitude entre le point de départ et le point d'arrivée, donc cette hauteur ici, que l'on appelle donc h. Donc voilà comment on calculerait le travail du poids, qui est une force constante. Par contre, si on prend l'exemple de la force aérodynamique, hein, qui est proportionnelle à v carré, la vitesse changeant au cours du temps, dans ce cas-là, la force ne sera pas constante, et donc on ne peut pas du tout appliquer cette même théorie. Et le travail dépendra du chemin suivi. Il est maintenant intéressant d'étudier l'effet de ces forces sur le mouvement. Donc on a vu déjà le travail, qui est l'énergie utile pour mettre un objet en mouvement ou modifier son mouvement. Maintenant, on va s'intéresser à l'effet directement sur le mouvement. Alors pour ça, on va utiliser la deuxième loi de Newton, qui nous dit que la somme des forces est égale à la masse de l'objet multipliée par a, qui est l'accélération de cet objet. Donc, plus on va augmenter les forces, dans une direction particulière, plus on va augmenter l'accélération. On peut même dire que les deux sont proportionnels si on n'a affaire qu'à une seule force. S'il y a plusieurs forces, eh bien on va tout simplement additionner les forces ici. Certaines seront positives, certaines seront négatives, tout dépend de l'axe que l'on a choisi pour étudier le mouvement. Par exemple, dans le cas de l'exercice du bac 2016, eh bien, nous avions une fusée avec une force de poussée vers le haut, qui est ici, et son poids, qui est vers le bas. La force de poussée était de 11 kN, son poids était de 9 kN, et on nous demandait de calculer son accélération. Pour ce faire, il fallait utiliser cette formule. Donc ici, la somme des forces, c'est Fp plus P, qui est égal à m fois a. Mais attention, ces deux forces sont en sens opposé. Donc si l'on choisit comme sens positif le sens vers le haut, dans ce cas-là, la force Fp sera positive, pendant que celle du poids sera négative. Donc qu'est-ce que ça nous donne dans ce cas-là? Eh bien 11 000 N qui est la force positive de poussée, moins 9 000 N qui est le poids, égale m fois, ce qui va donc nous donner 11 000 moins 9 000, 2000. Donc on trouvera que l'accélération c'est 2000 divisé par la masse de la fusée. Voilà donc comment on peut calculer l'accélération et donc l'effet des forces sur le mouvement. Tout ce que l'on a vu jusqu'à maintenant était pour des solides en translation, c'est-à-dire qu'ils se déplaçaient selon un certain chemin. On va maintenant s'intéresser au cas des rotations, qui sont très souvent utilisées dans la mécanique, hein, par exemple dans les moteurs ou dans beaucoup de systèmes où il y a une rotation autour d'un axe. Alors lorsqu'on travaille en rotation, eh bien, on va vouloir calculer là aussi le travail, là aussi l'accélération éventuellement, etc. Et dans ces cas-là, on ne va pas pouvoir s'y prendre de la même façon, parce que quand un solide tourne, il ne se déplace pas. Donc on ne va pas pouvoir calculer le travail en multipliant la force exercée par le trajet parcouru, puisque le trajet a seulement une rotation sur lui-même. Donc on va devoir définir de nouvelles notions. La première de ces notions est ce qu'on appelle le moment, que l'on va trouver ici, qu'on définit souvent sous la forme de l'effet de levier ou le bras de levier. Eh bien, ceci est représenté par exemple par ce schéma, et cela nous indique qu'en fait le moment
ça va représenter l'effet d'une force par rapport à une rotation. On ne sait pas encore le travail, on ne le voit pas en joules mais en newton-mètre, mais ça va représenter l'effet d'une force dans un mouvement de rotation. Alors qu'est-ce que ce calcul du moment nous dit? Eh bien il nous dit que ce moment se calcule par la force multipliée par la distance, et la distance est représentée ici, c'est la distance entre l'axe de rotation, l'endroit où l'objet tourne, et la droite, la perpendiculaire à la droite, ce qu'on appelle la droite directrice de la force, ou support de la force, donc qui contient la force si vous voulez, qui est le long de la force. Donc cette distance D ici. Donc on comprendra que plus la distance est importante, plus le moment est important. Alors, donc plus l'effet sera important. Donc ça veut dire que lorsque vous voulez faire tourner quelque chose, eh bien plus vous vous placez loin de l'axe, plus la force que vous exercez a besoin d'être faible pour arriver à faire une rotation. Donc ça c'est le cas du bras de levier, essayez avec une porte par exemple. Si vous appuyez sur la porte au bout là où il y a la poignée, eh bien la porte se fermera ou s'ouvrira facilement. Par contre si vous appuyez près de l'axe, ou tirez près de l'axe, eh bien vous allez voir que cette fois il faut fournir une force qui est bien plus importante pour arriver à faire le même mouvement. Alors, ce que l'on peut aussi regarder ici, c'est de manière à ce que ce dé soit le plus fort possible, eh bien, il va falloir en fait se placer de manière à ce que la force soit perpendiculaire au support ici, à l'objet que l'on cherche à faire tourner. Donc l'objet qu'on cherche à faire tourner, c'est celui-là. Et on s'aperçoit en effet que si on exerce une force qui est dans ce sens-là, la droite qui la contient est celle-ci, et dans ce cas-là, la distance va représenter cette distance-là. Et cette distance-là, on le voit, est plus grande que la distance ici. Donc en fait, en exerçant une force perpendiculairement à l'objet que l'on essaye de faire tourner, eh bien c'est là qu'on aura un effet maximum. C'est là que le moment sera le plus élevé possible. Donc voilà comment on calcule le moment. Alors il faut savoir que dans les exercices que l'on va vous donner, très souvent la force sera exercée perpendiculairement justement, de manière à ce que la distance entre la force et l'axe soit généralement la distance entre le point d'application de la force et l'axe, comme c'est le cas sur mon exemple ici avec D'. Donc une fois qu'on a le moment de la force, eh bien, on va pouvoir calculer son travail, et pour calculer son travail, on va tout simplement multiplier la valeur du moment par l'angle qui a été parcouru. Donc l'angle qui a été parcouru, on le représente ici sur ce schéma. Vous voyez ici par exemple, lorsque le système va de A vers B, il a parcouru un angle θ. Donc pour calculer le travail, on va multiplier le moment, c'est-à-dire l'effet de la force, donc la force ici, multipliée par la distance qui la sépare de l'axe, donc cette valeur-là, multiplié par l'angle parcouru. Cet angle, attention par contre, il doit être en radian, c'est essentiel. Si cet angle, vous le mettez en degrés, ça ne fonctionne pas, le calcul est faux. Donc il faut absolument le mettre en radian. Autre chose, si jamais on vous dit que quelque chose fait plusieurs tours, par exemple 10 tours, eh bien il suffit de savoir qu'un tour c'est 360 degrés. En radian, cela correspond à 2 pi radians. Donc si vous avez 10 tours, eh bien l'angle parcouru c'est tout simplement 10 fois 2 pi, c'est-à-dire 20 pi. Donc en multipliant le moment de la force par 20 pi, eh bien on va trouver le travail qui a été effectué lorsque le solide a effectué 10 tours. L'inconvénient de ce genre de force, de système, lorsqu'on désire faire tourner quelque chose en exerçant une force que d'un côté, eh bien c'est qu'on a tendance à appuyer ou à exercer une pression sur l'axe de rotation. Et ça a tendance à long terme à l'user. Donc généralement, lorsqu'on veut faire tourner un objet sur lui-même, on va utiliser ce qu'on appelle un couple de force. Alors un couple de force, c'est quoi? C'est par exemple ici, lorsque vous changez votre roue parce que vous avez crevé, vous utilisez un cric. Et ce cric, généralement, vous allez pousser d'un côté pendant que vous tirez de l'autre. Ça, c'est ce qu'on appelle un couple de force. Vous exercez des deux côtés la même force, et ces deux visent à faire tourner autour de cet axe de rotation. Alors dans ce cas-là, on va aussi calculer le moment, sauf que le moment, cette fois, ce sera la force, qui est la même des deux côtés, donc F1 c'est F2, qu'on appelle F, multiplié par la distance qui sépare les deux forces. Donc on prend la droite qui est perpendiculaire aux deux forces, et cette distance-là, eh bien, c'est la distance que l'on va utiliser pour calculer le moment. Alors on appelle ça souvent le couple. On parle du couple moteur, et bien c'est tout simplement cette valeur-là, qui est en newton-mètre lui aussi, et c'est tout simplement la valeur de la force multipliée par la distance entre les deux forces. Et après, une fois qu'on a le moment du couple, et bien pour calculer le travail du couple, c'est exactement la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire on multiplie le moment du couple par l'angle parcouru par le solide. Quant à l'effet des forces ou des couples de force sur le mouvement d'un objet en rotation, eh bien on va utiliser une formule qui est très similaire à celle de tout à l'heure, qui nous dit que grand M est égal à J fois. Alors grand M c'est le moment du couple, ou le moment de la force, qui est égal à J, c'est le moment d'inertie, c'est quelque chose qui est lié à la masse de l'objet qu'on essaye de faire tourner, multiplié par son accélération. Mais attention, c'est l'accélération angulaire, c'est-à-dire c'est la variation de la vitesse angulaire, la vitesse à laquelle on décrit un certain angle. C'est une formule qui est au programme, c'est une formule que l'on vous demande peu d'utiliser. Donc on ne va pas trop s'y attarder, mais voilà comment dans le cas d'une rotation, on peut partir d'une force et arriver à l'accélération angulaire. Donc il existait aussi un moyen de lier la variation de vitesse d'un objet aux forces. Alors comment est-ce qu'on s'y prend? Eh bien, on va utiliser ce qu'on appelle le théorème de l'énergie cinétique, que l'on trouve ici, qui nous dit que la variation d'énergie cinétique, c'est-à-dire l'énergie cinétique en B moins l'énergie cinétique en A, sur un trajet AB, par exemple pour une translation, c'est égal à la somme des travaux des différentes forces. Alors l'énergie cinétique, vous connaissez la formule, c'est 1/2 de mv carré. Donc ECB moins ECA, c'est 1/2 de mvb carré moins 1/2 de mva carré. Et ça, c'est égal aux travaux des différentes forces. S'il n'y a qu'une force, eh bien c'est F fois le trajet AB fois cosinus alpha, comme on l'avait vu avant. Donc ceci va permettre très souvent de calculer une vitesse connaissant la force qui est exercée. Très souvent, on partira d'un solide immobile, donc VA sera égal à 0, donc cette partie-là disparaîtra, sera égal à 0. Et il nous restera alors plus que 1/2 de mvb carré, qui sera égal à généralement F fois AB fois cos alpha. Donc ça, c'est en translation. Cette même loi s'applique en rotation, de la forme suivante.
1 demi de j oméga b carré moins 1 demi de j oméga a carré égale m fois θ. Donc m fois θ, on reconnaît ici le travail des forces de rotation, donc on a bien toujours le travail de ce côté-là. Par contre, l'énergie cinétique en rotation se calcule différent de 1 demi de mv b carré, c'est 1 demi de j, le moment d'inertie multiplié par la vitesse angulaire. Donc ça, ce sont des radians par seconde. Là encore, une formule qui est très peu demandée d'être utilisée, donc on ne va pas s'attarder trop longtemps dessus. Par contre, celle-ci est assez fréquemment demandée. Et enfin, dernière chose, très souvent lorsqu'on travaille avec des objets en mécanique, on va s'intéresser aussi à leur puissance. Lorsque vous achetez un appareil, très souvent il sera indiqué sa puissance. Et bien sa puissance, c'est la rapidité, la vitesse si vous voulez, à laquelle il peut développer une certaine énergie. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Et bien de la même façon qu'on calculerait une vitesse, où on divise la distance par le temps, bah ici c'est la vitesse d'utilisation de l'énergie, donc ça va être le travail, puisque c'est une énergie, divisé par le temps que l'on a mis pour utiliser cette énergie. Donc on comprend bien que plus l'énergie sera fournie rapidement, plus l'appareil sera puissant, plus l'énergie sera fournie doucement, moins l'appareil sera puissant. Donc voilà comment on peut calculer la puissance moyenne d'un objet en mécanique.